Et salut à tous, il y a quelques jours j'ai eu l'occasion d'interviewer Olivier Roland. Olivier Roland, vous le connaissez certainement si vous avez une affinité avec le monde d'entrepreneuriat. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de voir ce type de personnage qui est démarré de zéro, sans avoir de diplôme en poche et qui aujourd'hui a une entreprise qui cartonne. Il a arrêté ses études avant d'avoir le bac et aujourd'hui c'est une vraie référence dans le monde d'entrepreneuriat en France. Il y a beaucoup de personnes qui le suivent et qui sont formées grâce à lui, moi notamment pour certains domaines, et je me suis dit que ça pouvait qu'être intéressant pour vous d'en apprendre un petit peu plus sur lui, voir comment il a démarré et voir un petit peu quelle est sa vision de l'entrepreneuriat. Donc si vous aimez ce type d'interview, n'hésitez pas à me le dire dans les vidéos, à mettre un petit like et à partager. J'espère que ça va vous plaire et à tout de suite pour l'interview. Olivier, bonjour. Alors Olivier, si j'ai voulu t'interviewer, c'est avant tout parce que pour moi, tu es une des références dans le monde d'entrepreneuriat en France. Tu as déjà interviewé des centaines d'entrepreneurs dans le monde. Tu es entrepreneur depuis l'âge de 19 ans, blogueur, youtubeur à succès, plongeur, pilote d'avion, globetrotter, mais aussi conférencier international. Tu as sur ton compte Facebook plus de 450 000 personnes qui te suivent et bientôt plus de 100 000 sur YouTube. Tu as permis à des milliers d'entrepreneurs de se former dans le monde d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu lances ton livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Qui est le fruit de 4 ans de travail. Est-ce que tu peux te présenter plus en détail, présenter ton parcours, comment tu es passé d'un business que tu considérais comme une cage dorée, ce que tu présentes dans tes vidéos, à aujourd'hui un business qui te permet de travailler et de d'écrire par exemple un livre à côté de ton travail? Alors, juste une correction par rapport à ce que tu as dit. Tout était vrai, sauf le fait que j'ai interviewé plusieurs centaines d'entrepreneurs, je les ai rencontrés. Je ne les ai pas tous interviewés. D'accord. Interviewé pas mal, bon, la plupart des vidéos d'ailleurs sont sur ma chaîne YouTube, mais pas des centaines. D'accord. Donc oui, moi j'aime bien me définir comme étant un prof de liberté, c'est-à-dire que j'enseigne la liberté pour les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs. Hein. En gros, comment avoir une entreprise qui est au service de sa vie, plutôt que sa vie soit au service de son entreprise, et aussi comment être libre dans sa tête, ça passe par le développement personnel. Et comme tu l'as dit, j'ai créé ma première boîte jeune, j'avais 18 ans, enfin j'ai quitté l'école à 18 ans, j'ai créé ma première boîte à 19. Et c'était une aventure géniale, mais au bout de quelques années, j'en ai eu marre de ce déséquilibre entre ma vie pro, ma vie perso, puisque je travaillais 70 heures par semaine. Et c'est là que je me suis rendu compte que cette entreprise que j'avais créée pour devenir libre était en fait devenue une prison, parce que je voulais vraiment avoir un meilleur équilibre de vie, mais je ne voyais pas comment, parce que ma boîte, c'était ma seule source de revenus. Je n'avais pas droit au chômage en tant que gérant d'entreprise en France. J'avais des salaires à payer, des employés, et je ne pouvais pas réduire mon temps de travail, puis je ne voyais pas non plus comment revendre mon entreprise. Donc du coup, j'étais un peu bloqué, et je me suis mis à la recherche de solutions pour avoir un business qui soit au service de ma vie, plutôt que l'inverse. Et quelques années plus tard, c'est là où, en ayant appris un petit peu toutes ces techniques-là, j'ai créé une boîte sur le web que j'ai toujours aujourd'hui, et qui est beaucoup plus, qui me permet d'avoir un meilleur équilibre de vie qu'avant, et qui me permet aussi de voyager 6 mois par an, non pas par besoin et parce que j'en ai envie, j'adore ça, puisque je peux gérer mon entreprise de partout dans le monde, puisqu'elle est entièrement gérable de mon ordinateur portable. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est ton entreprise qui est à ton service et ça te permet de faire ce que tu as envie, ce qui te fait kiffer. Et qu'est-ce qui a fait en fait au départ, qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que tu as pris des risques quand même, tu t'es lancé sans diplôme. Voilà. Voilà, tu as un bac -2 exactement. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé quand même parce que tu avais tout à perdre là-dedans au final? Et non, en fait, tu vois, c'est un des gros mythes de l'entrepreneuriat, c'est qu'on pense souvent que les entrepreneurs à succès, c'est des sortes de kamikazes qui mettent un bandana autour de la tête et qui mettent un couteau entre les dents et qui foncent dans le temps en criant banzai, tu vois. Ouais. Et qu'en gros, c'est soit ils réussissent, soit ils meurent. Mais la vérité, c'est que la plupart des entrepreneurs à succès ne sont pas comme ça. Ils prennent des risques, c'est vrai, mais ils prennent des risques mesurés en ayant fait des tests avant pour tester leurs idées. Et ils font en sorte que même s'ils perdent, ça va pas du tout, dans le pire des cas, je veux dire, ils perdent pas trop de plumes. Ils ont un plan B, un plan C, un plan D. Moi, en l'occurrence, il y a quelque chose qui m'a donné la confiance nécessaire pour arrêter l'école à 18 ans et créer ma boîte. C'est que j'ai fait un test sur le terrain. En fait, avec un ami, on s'est rendu compte qu'on on dépannait régulièrement des problèmes informatiques, tu vois, pour des personnes qui, ça leur paraissait insurmontable. Et nous, on résolvait ça comme ça. Et on s'est dit, pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec ça? On va faire un test pour voir si c'est une bonne idée ou pas. On a passé une petite annonce dans un journal d'annonce local. C'était en 1999, c'était encore en francs. Et à l'époque, on a investi 60 francs et on a eu 5000 francs de chiffre d'affaires en un mois. Et je peux te dire que quand tu as 18 ans et que tu gagnes 50 francs d'argent de poche par semaine, tu fais waouh! C'est cette expérience en fait qui m'a conforté
qui m'a conforté dans cette idée de quitter le système scolaire et de créer ma boîte, parce que j'ai été sur le terrain, j'ai vu qu'il y avait une demande, les gens m'ont donné de l'argent dans mes mains pour le service que je leur rendais. Donc j'ai vu, si tu veux, qu'il y avait quelque chose à faire. L'ami qui était avec moi, lui, a décidé de continuer ses études, donc j'ai continué tout seul. Mais tu vois, j'ai pas fait ça sur un coup de tête. Certes, ça partait d'un désir, si tu veux, de quitter ce système qui m'allait plus du tout, mais j'avais fait une expérience. Et c'est ça la méthode que je recommande dans le livre, si tu veux, c'est d'essayer quelle que soit votre idée, de vous poser cette question. Quelle est la manière la plus simple, rapide et efficace, avec le moins de temps, d'énergie, d'argent possible, pour que je puisse tester concrètement cette idée sur le terrain? Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, cette approche finalement a été très structurée dans une méthodologie qui vient de la Silicon Valley, qui s'appelle le Lean Startup. Et voilà, en 99, je faisais déjà du Lean Startup sans le savoir. Bon, de toute façon, ça n'avait même pas été théorisé, mais c'est cette idée, tu vois, de vraiment se confronter le plus vite possible à la réalité du terrain, plutôt que de faire des plans sur la comète dans sa chambre, parce que s'il y a quelque chose dont on est sûr, c'est qu'on est toujours le plus grand génie de sa chambre, tu vois. Exactement. Mais une fois que sur le terrain, ça arrive tout le temps, des entrepreneurs qui passent des mois, parfois des années, à créer le produit parfait, et quand il sort, ils se rendent compte que tout le monde s'en fout complètement. Voilà, et personne ne prend le produit. Exactement. Donc en fin de compte, tu t'es pas lancé le couteau entre les dents sans réfléchir à un objectif derrière. Tu avais déjà, t'as déjà fait les tests pour voir s'il y avait une demande, et tu avais juste ensuite à améliorer ton offre pour augmenter ta rentabilité. C'est ça. Et je savais aussi que j'avais un plan B. Je veux dire, si jamais dans le pire des cas ça marchait pas, je retournais mes études. Oui, voilà, tu perdais tout simplement une année ou deux, mais il n'y avait pas de grande catastrophe à ça. C'était une année sabbatique. Exactement. Et qu'est-ce qui a fait pour toi que ça ait réussi? Qu'est-ce qui a fait, à ton avis, que ton business soit aussi florissant, que tu sois aujourd'hui, tu as plusieurs entreprises, tu arrives à développer plusieurs business à la fois. Qu'est-ce que tu as un mindset qui est fait pour ça? Est-ce que c'est ton... Aujourd'hui, tu veux dire? Oui, exactement. Oui. Écoute, j'utilise beaucoup des méthodes et techniques que j'enseigne là-dedans, que je partage là-dedans plutôt. Et voilà. Et c'est des compétences que j'ai développées au fur et à mesure. Déjà, parce que j'ai obtenu une expérience très jeune finalement. Tu vois, j'ai créé ma boîte à 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 35. Ça veut dire que j'ai déjà 26 ans d'expérience. 16 ans d'expérience. Je me vieillis là. 16 ans d'expérience alors que j'ai que 35 ans. 16 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Oui. Donc ça joue beaucoup. Et puis aussi, je me suis, même si pendant les 8 premières années, d'ailleurs, ça a été l'erreur la plus monumentale de ma vie, j'ai pas lu de bouquin de business. Depuis donc 2008, je lis énormément de livres, que ce soit de business, de dev perso, tout ça, de livres pratiques qui sont excellents. Et ça me forme énormément. J'apprends énormément de méthodes techniques que j'utilise aujourd'hui pour avoir tout ça. Mais en gros, voilà, ça passe par l'idée d'externaliser et d'automatiser un maximum de choses dans ton entreprise. D'essayer d'arrêter d'être le chef d'orchestre, l'homme orchestre, et de plutôt être le chef d'orchestre. D'accord, donc ça c'est tiré de l'esprit un petit peu de la semaine de 4 heures. Tu as réussi en fait à automatiser un maximum tes tâches et à externaliser ce qui était externalisable pour pouvoir te concentrer sur l'essentiel en fin de compte. Est-ce que ce qu'on voit aussi, c'est que dans les entrepreneurs en général qui ont du succès aussi, on voit souvent qu'on a l'impression qu'ils réussissent tout et qu'ils ont tout réussi. Est-ce que toi, tu as eu des échecs? Et est-ce que tu penses que comment les surmonter en fait? Ouais, c'est une très bonne question. Tu as raison de dire ça. C'est vrai qu'on a tendance à trop se focaliser sur uniquement les succès des entrepreneurs à succès. Bon, déjà, il y a tous ceux qui essayent qui ne réussissent pas. Et tu as aussi ceux qui réussissent mais qui ont beaucoup d'échecs. Je crois que c'est Winston Churchill qui dit l'optimisme, ça consiste à aller d'échec en échec avec enthousiasme. Tu vois, et ça résume bien l'état d'esprit d'entrepreneur, je pense. Il faut savoir que passer du statut de lycéen chez l'entreprise, pour moi, ça n'a pas été facile. J'ai failli planter ma première boîte au bout de 6 mois parce que j'ai fait énormément d'erreurs. J'en parle dans le bouquin, notamment, si tu veux, toi, l'expérience que j'ai faite sur le terrain était intéressante, mais ce n'était pas vraiment une expérience en conditions réelles parce que c'était au black, tu vois, j'avais pas de structure. À l'époque, l'auto-entreprise, ça n'existait pas. Et du coup, mes tarifs étaient largement inférieurs à ceux du marché. Donc, c'était quand même un bon test sur le terrain, mais ce n'était pas aussi réaliste qu'il aurait dû. Et du coup, c'est-à-dire que je ne pouvais pas réutiliser la même technique pour avoir des clients une fois que j'avais créé ma boîte parce que c'était pas l'investissement. Enfin,
c'était pas intéressant et le type de client que ça rapportait n'était pas suffisamment intéressant. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans la publicité. J'ai investi dans des trucs qui étaient des pures arnaques, malheureusement. C'est vraiment terrible. C'est une des plus grandes hontes du système. C'est que quand tu crées ta boîte, tu es inscrit comme nouveau entrepreneur dans des registres et tu as des prédateurs, il n'y a pas d'autre mot, des parasites qui vont t'appeler pour te proposer des trucs. Et toi, quand tu démarres et que tu connais rien, tu peux facilement te faire avoir, tu vois. Et la chambre de métier, la chambre de commerce font un très mauvais boulot pour prévenir les entrepreneurs par rapport à ça, encore aujourd'hui. Même si j'ai vu des tracts qui circulent un peu, mais c'est pas assez. Parfois, ils se font passer pour des organismes officiels qui te disent, voilà, il faut que tu cotises pour ta retraite, blablabla. Donc, le truc, c'est que, voilà, j'ai fait ces erreurs-là. Le seul truc que j'ai acheté de publicité légitime, c'était une pub dans La Voix du Nord, qui est le quotidien de ma région, enfin de Lille, hein, parce que je suis originaire de Lille, qui était le seul truc que je pouvais me payer, c'était un truc dans la rubrique nécrologie. Et voilà, mais bon, il s'est avéré rentable sur le long terme. Mais voilà, tu vois, je savais pas ce que je faisais, je savais pas comment acquérir de nouveaux clients. Et du coup, j'ai failli planter ma boîte au bout de 6 mois. Et j'en parle au tout début du bouquin. Et c'est là où finalement j'ai appris à faire preuve d'une qualité qui est extrêmement importante pour un entrepreneur et qui inclut des animaux. Tu vas me dire, what? Comment ça inclut des animaux? C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, tu dois préférer les taureaux aux autruches. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'il vaut toujours mieux prendre le taureau par les cornes que de faire l'autruche quand tu as un problème. Et donc, tu vois, le scénario catastrophe, ça aurait été de dire, mon Dieu, je vais pas y arriver, je me suis fait avoir. Et je ne vais pas avoir assez de trésorerie pour tenir 6 mois. Mon Dieu, je me cache, j'en parle pas, j'attends que ça passe parce que c'est quelque chose que je ne peux pas affronter par rapport à mon ego. Ou alors tu prends le taureau par les cornes, et c'est ce que j'ai fait. C'est que j'ai été immédiatement, quand je me suis rendu compte du problème, discuter avec les gens qui m'avaient accompagné pendant ma création d'entreprise. Je leur ai dit, voilà, j'ai fait une connerie. Je manquais de trésor et c'est vraiment con. Et regardez, j'ai analysé mes heures, je sais exactement pourquoi je suis arrivé là. Et regardez, je commence à avoir des clients, le bouche-oreille s'enclenche. J'ai juste besoin d'un peu plus d'argent pour tenir, pour tenir par rapport à mes conneries. Et puis après, ça devrait aller. Et je pouvais le démontrer, tu vois. Et voilà, je ne me suis pas caché. J'ai avoué que j'avais fait une connerie. Et il y a un des organismes qui m'avait accompagné, qui m'a dit, ah bah tiens, ça tombe bien parce que t'as le gouvernement qui vient de créer un nouveau prêt, ça s'appelle le prêt à la création d'entreprise. C'était juste 25 000 francs, donc ça fait quoi un peu moins de 5 000 euros, 4 000 ou 4 500, quelque chose comme ça. Ça suffit, 4 000, mais c'est rien. Enfin, il y a des gens qui prennent ça et ils prennent des prix comme ça pour acheter des super télé, ou des équipements de ski, tu vois. J'avais juste besoin de ça pour mettre la tête hors de l'eau et ça m'a suffi pour que la boîte tienne 10 ans et qu'ensuite je la revende sous forme de portefeuille client. Donc voilà, ça aurait pu être la fin de mon aventure, tu vois. Et c'est important en tant qu'entrepreneur, c'est ça qui est génial. Tu vois, tu as la liberté, tu as l'indépendance quand tu fais des choses bien, mais tu as aussi la responsabilité. C'est la même chose que de piloter un avion en fait. Et je peux te parler en connaissance de cause puisque je prends des cours de pilotage. C'est toi qui es responsable de ta vie, de la vie de tes passagers. Et à un moment, il faut que tu prennes des décisions, tu vois. Et il faut les prendre vite, sinon il est trop tard. Donc c'était aussi un bon apprentissage. Donc voilà un des échecs que j'ai fait, qui finalement c'était pas un échec, mais ça aurait pu, tu vois. Et ça, je veux dire, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, ce genre de choses. Tu peux pas échapper à ce genre de choses. Il y a aussi un moment, je me suis mis en tête, j'avais un projet de création d'entreprise, genre 2 ou 3 ans après avoir créé la première. J'étais persuadé en fait qu'il y avait un marché pour des calculateurs bon marché scientifiques. Que tu vois, j'avais trouvé une méthode parce que j'étais vachement intéressé dans un programme de calcul distribué qui s'appelle Folding Atom. Je sais pas si tu connais ce truc. Non. En fait, c'est un programme que tu installes sur ton ordi et il utilise les cycles non utilisés de ton processeur, donc sans ralentir ta machine, pour calculer des choses pour la science, tu vois. En l'occurrence, Folding Atom, il fait de la simulation de repliement de protéines et ça aide les chercheurs à comprendre comment les protéines fonctionnent. Et donc, j'étais à fond là-dedans, ou c'était même SETI Atom à l'époque. Bon, bref, c'était un programme comme ça. Et il y avait des gens qui étaient passionnés aussi, qui se créaient des sortes de fermes d'ordinateurs. C'est-à-dire qu'ils faisaient des trucs, mais vraiment pas chers, avec le minimum vital, pour juste faire tourner le truc. Et je me suis dit, mais il y a peut-être un moyen d'avoir un marché pour faire des super calculateurs pas chers, tu vois. Et le truc, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai acheté des magazines, j'ai discuté avec des gens que je connaissais qui étaient dans ce secteur-là et tout. Et le truc, c'est que je suis parti dans un délire complet, parce que pour être honnête,
pour être honnête, c'est quelque chose qui dépassait complètement ma compétence, tu vois. En fait, j'aurais pu faire ça en ayant une approche Steve Jobs, en trouvant un Steve Wozniak, c'est-à-dire un mec, un génie de l'informatique avec moi, mais voilà, en gros, j'ai perdu beaucoup de temps pour rien. Et il n'est jamais rien sorti de concret. J'avais même acheté du matos pour faire mes propres trucs et tout. Donc parfois, vous allez poursuivre des chimères aussi en tant qu'entrepreneur. Ça fait partie un peu du mindset. C'est qu'on a toujours des projets plein la tête et que parfois, on cède à l'un et puis on se rend compte avec le recul que finalement, ça n'apporte rien d'intéressant. Faut savoir le reconnaître et puis en faire son deuil. Tim Ferriss en parle au début de la semaine de 4 heures. Il parle d'un projet qu'il avait de vendre des cassettes audio de cours d'apprentissage accéléré de langue, qu'il a dû en vendre 2 en 5 ans. Et que ça a mis genre 10 ans pour qu'il appelle sa mère et qu'il lui dit ok maman tu peux jeter les cassettes quoi. Donc voilà, ça fait partie. Vous allez avoir forcément en tant qu'entrepreneur des projets comme ça qui vont vous paraître géniaux à l'instant T et qui finalement vont pas être si extraordinaires que ça. Et là en l'occurrence tu vois, j'ai pas eu le réflexe de faire une expérience rapide et efficace pour tester mon idée et ça m'a coûté du temps et de l'argent. Donc c'est ça ton erreur, c'est de pas avoir fait le test en fin de compte pour voir si c'était faisable. Oui, puis je pense que honnêtement je pense que j'étais un peu en dehors de ma zone de compétence là. D'accord, oui, il aurait fallu que tu trouves quelqu'un qui est capable de travailler avec toi. Formé, mais ça aurait été complexe. Oui, voilà, tout à fait. Et donc pour en revenir à ton livre, le titre de ton livre c'est « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Alors non, cette vidéo elle n'est pas terminée, mais je me suis dit que 35 minutes d'interview ça pouvait faire beaucoup. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, on va voir le reste de cette interview. On verra pourquoi il est important d'apprendre l'anglais aujourd'hui. Est-ce que le système éducatif il est obsolète en France? On verra les changements qu'ont apporté les nouvelles technologies sur notre mode de vie. Comment l'industrie de la musique elle s'est fait totalement dépasser et elle a coulé parce qu'elle n'a pas été capable de s'adapter à notre nouveau fonctionnement. Mais aussi, est-ce que vous faites partie aujourd'hui des nouveaux analphabètes? Donc on va voir ça dans la deuxième vidéo. Si le livre d'Olivier Roland il vous intéresse, vous pouvez aller voir dans la description ici, il y a un lien affilié qui va vous permettre de l'acheter sur Amazon. Et moi je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.